Bonjour. Alors tout d'abord, merci Stanislas pour cette invitation. Voilà, je vais me présenter, Laurence Munoz. Je suis maître de conférence donc en STAPS à l'Université du Littoral Côte d'Opale. J'ai été recrutée en 2003, après des études à Nancy, puis à Nanterre, à Orsay, sous la direction donc, de Jacques de France. Et donc, j'ai écrit une thèse sur l'histoire du sport catholique. En gros, j'essaie de comprendre comment cette fédération est née donc, au début du XXe siècle, dans quel contexte, et puis comment elle s'est diffusée, développée tout au long du XXe siècle. Alors, c'est une thèse qui comportait les limites de regarder un temps long, de plus de 100 ans, et à la fois, c'est un travail qui permet de comprendre un petit peu les processus dans lesquels sont engagées les institutions, en particulier les institutions sportives. Donc, ça éclaire le paysage, la construction du paysage sportif associatif. Et donc, dans le même ordre d'idées, j'ai choisi de vous présenter un ouvrage qui s'appelle « Des loisirs et des jeunes », donc 100 ans de groupement éducatif pour les jeunes, avec donc deux auteurs que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Jean-Pierre Augustin et Jacques Yon. Alors, c'est un ouvrage qui date un peu, il est de 1993, mais il est très, très intéressant et je vais essayer de vous convaincre de le lire. Alors, pourquoi ce livre? Parce que, en fait, c'est une sorte de chemin parallèle avec, j'allais dire, une histoire du sport stricto sensu, une histoire du sport qui s'arrêterait à celle des fédérations. Et donc, dans ma thèse sur la fédération des patronages, finalement, les patronages sont des œuvres de jeunesse. Et dans ces œuvres de jeunesse, eh bien, le sport est utilisé comme une activité au service d'un projet social. Le sport, mais aussi le théâtre, tout un tas d'autres activités. Donc, on se rend compte que le sport n'a pas été pratiqué que dans les fédérations sportives. Alors, c'est le cas aujourd'hui encore, c'est-à-dire que ça peut être intéressant de se pencher sur cet objet, qui est un objet de recherche. C'est que dans les mouvements, les organisations de jeunesse et d'éducation populaire, eh bien, on a aussi proposé du sport, plutôt pour répondre à un projet social, un projet politique, un projet éducatif. Je pense aux Francs et Franches Camarades, qui ont donné les Francas, Cœur Vaillant, âme vaillante, qui sont des choses un petit peu, des institutions un petit peu ancestrales, qui sont ceux de vos grands-pères, de vos grands-parents, voire arrière-grands-parents. Voilà, donc j'ai choisi de vous proposer ce livre parce que, vous l'avez compris, c'est une histoire un petit peu moins connue. Et aussi, elle permet de voir finalement des choses qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas perduré. C'est-à-dire que certains mouvements se sont éteints, alors que pendant un temps, ils ont pu être prospères, ils ont pu être très, très foisonnants, très actifs. Et puis, ça explique donc qu'on ne peut pas faire l'histoire à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, à rebours, en reculant, mais qu'aussi cette histoire, elle se construit avec tout un tas de choses qui ont disparu. Donc, Jean-Pierre Augustin Jacques Yon, dans le propos principal, explique aussi quelque chose de très important, c'est la montée d'une catégorie sociale, la jeunesse, en passant finalement d'une jeunesse qui était disciplinée, organisée par un tiers et par des adultes, donc des démarches entreprises à des fins de maintien d'influence, c'est-à-dire pour qu'on puisse catalyser, si vous voulez, cette jeunesse, vers une jeunesse qui devient une catégorie à part entière, une catégorie autonome avec un système de pensée, avec des produits spécifiques, notamment sur les années 60 et après 1968. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes parties de cet ouvrage, donc, en reprenant exactement les titres qu'a employés les auteurs. Donc, la première partie, la jeunesse, nouvel enjeu politique, donc de 1890, fin du 19e, à 1914, à la Belle Époque. Donc là, il s'agit de voir comment, au début du XXe siècle, se mettent en place donc, des organisations de jeunesse pensées par des adultes à des fins de maintien d'influence, je le disais, dans un contexte idéologique qui est pesant, articulé autour des catholiques, des laïcs et les montées des forces de gauche. Donc, un chapitre profondément imprégné des idéologies de l'époque. La deuxième partie, 1914-1936, c'est l'émergence des mouvements de jeunes.
Donc c'est une période qui est caractérisée par l'institutionnalisation des mouvements à un niveau national. Donc, on va voir naître toutes les grandes fédérations, tous les grands mouvements nationaux, et l'État n'est pas vraiment encore entré en scène. Le gouvernement va s'en occuper un petit peu plus tard, mais c'est encore essentiellement une affaire privée. L'Église catholique est très présente avec tout un tas de mouvements d'action catholique, de scoutisme, de patronage. Et dans le même temps, on voit monter des grandes fédérations unisports, donc qui se spécialisent par activité sportive. La troisième partie, c'est donc l'entrée en scène de l'État, le succès et la crise des mouvements de jeunesse 1936-1958. Là, c'est une période qui est caractérisée par la montée de l'intervention de l'État dans le secteur des sports et des loisirs, et aussi de la jeunesse. Donc, entre le Front populaire et le régime de Vichy, l'État va se donner les moyens de créer une administration, des ressources humaines, des écoles de formation, des aides financières. Bref, les grandes fédérations, donc, qui étaient d'origine privée, sont très largement associées pour élaborer avec l'État donc ces politiques de jeunesse, comme par exemple la naissance des maisons de la jeunesse et de la culture, les MJC. Et les auteurs de conclure la période en disant que l'offre publique se substituera bientôt, va remplacer donc l'offre privée. La partie suivante, c'est l'animation aux commandes, 1958-1974. Donc, au début de la Ve République, vous savez, souvent les engagements de l'État en matière de sport, notamment les politiques d'équipement, les fonctionnaires, etc. Eh bien oui, l'organisation publique se diversifie et elle se différencie entre les interventions socioculturelles et sportives, l'action culturelle et l'action sociale. Donc là, c'est l'âge d'or des politiques jeunesse-éducation populaire de l'État, sur un fond quand même drôlement mouvant, c'est-à-dire qu'on a l'augmentation des populations, l'immigration, l'urbanisation, la France des 30 Glorieuses, donc voit monter aussi une jeunesse différente du premier XXe siècle, et une jeunesse qui va bientôt être revendicatrice, une jeunesse de mai 68, qui précipitera la sortie du général de Gaulle. La dernière partie de cet ouvrage, c'est donc la perte de repères et le paradigme sportif. Alors ça nous intéresse en matière d'histoire du sport pour les STAPS. C'est une dernière période donc, qui est présentée par les auteurs qui explique l'éclatement de cet univers des mouvements de jeunesse qui ont été, donc vous l'avez compris, très très forts sur la période d'avant. La dégradation des grandes idéologies, les jeunesses communistes, les jeunesses catholiques, qui donnaient de la consistance au mouvement de jeunesse. Donc l'engagement militant décline et des grandes fédérations apparaissent plus comme des prestataires de services. Le mouvement sportif, c'est le titre, le paradigme sportif, le mouvement sportif va prendre le pas sur l'éducation populaire en imposant un ordre de marche, le système fédéral, compétitif, majoritairement, ce qui fait perdre de la consistance aux projets politiques et sociétaux qui animaient ces grands ensembles. Après les blousons noirs des années 60, c'est la galère, pour reprendre le titre de François Dubé, la montée des tensions dans les grands ensembles des banlieues qui va prendre le pas dans la détermination des politiques de jeunesse. Vous comprenez donc qu'elle change un petit peu de nature. En conclusion, les auteurs, après avoir balayé un siècle de mouvements de jeunesse, expliquent les grandes mutations de la dépendance de la jeunesse vers l'autonomie, du militantisme au consumérisme, de la stratégie collective à des offres éphémères et à la carte. C'est la fin des grands mythes et des grands projets, la multiplication des offres, des opportunités de loisirs. Il ne cache pas pourtant la fracture d'un lien social qui est pointé par les acteurs avec les risques de communautarisme. Voilà tout cet ouvrage. Alors, pourquoi le lire pour vous, les étudiants STAPS? Lorsqu'on parle d'histoire du sport aux étudiants, ils font souvent référence à l'histoire des fédérations, une histoire un petit peu institutionnelle du mouvement sportif tel qu'on la connaît actuellement. Et je vous l'ai dit en introduction, on ne peut pas raconter cette histoire simplement à l'aune de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour les étudiants, c'est important, à mon avis, de comprendre que le sport a été aussi un moyen utilisé par des institutions qui avaient un projet social beaucoup plus large que le sport ou des finalités compétitives. L'intérêt aussi, finalement, c'est de garder à l'esprit que le sport a pu être un motif de mobilisation de la jeunesse ou d'instrumentalisation à un moment donné, et qu'encore aujourd'hui, il y a de nombreux groupements d'éducation populaire qui continuent de mobiliser par le sport au service d'un projet éducatif
et potentiellement sont peut-être des lieux où il reste possible de créer des emplois. En conclusion, très bon bouquin que je vous recommande vivement. Il est facile d'accès, chronologique, il est problématisé, il donne l'occasion d'une plus large ouverture culturelle, une vision distanciée, donc que du bonheur. Alors je vous souhaite bien sûr une bonne lecture et puis j'espère que ça vous aura donné envie et je vous dis à bientôt pour d'autres ouvrages. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.